sommes PDCI-RDA, on n'est pas en dehors du PDCI-RDA. Mais nous savons aussi, parce que il n'est pas dans l'intention du président de donner une petite chance au dialogue. Puisque vous avez lu les journaux, vous êtes journalistes, depuis la semaine dernière, tout est bouclé. Vous avez vu ça, non? Tout est verrouillé. Comment en tout cas, nos frères qui sont venus nous voir, je leur ai dit, bon ben, vous venez nous voir, je vous remercie, vous venez dialoguer. Le dialogue est l'arme de fort, c'est ce que vous pouvez nous aller, le président vous a laissé faire son âme. Mais il se trouve que vous dites, avant qu'on ait dialogue, que tout est brûlé, tout est verrouillé. Alors, en ce qui me concerne, je suis un homme de dialogue, je vous l'ai prouvé. Je suis un homme d'ouverture, je tiens au PDCI-RDA. Comme vous dites que tout est bouclé, alors je me situe dans cette hypothèse, tout est bouclé chez moi aussi. Tout est verrouillé. Je demeure PDCI-RDA. Personne ne nous fera sortir de la maison du Père. S'il faut que ce soit clair, nous sommes dans la maison du Père. Nous sommes, voilà. Le reste, on verra. Juste un mot, monsieur le ministre, ici, parce que notre ami du RFI il a posé une question. On ne va pas l'éluder. Nous sommes là, on a dit, il ne faut pas faire la langue de bois. Vous avez parlé de stratégie électorale en fin de compte, en parlant de consensus. C'est ça, hein? Il faut parler de primaire. Voilà, alors nous sommes, il faut bien préciser que ce n'est pas ça l'objet de ce que nous faisons ce matin. Pour le moment, nous avons un objectif commun, on l'a dit, c'est d'aller récupérer le pouvoir d'État où il se trouve pour le ramener dans la maison du Père. C'est ça notre objectif, c'est tout. Comment nous allons nous y prendre? Il faut nous laisser le temps de le réfléchir. En tant qu'opportun, monsieur le RFI, hein, nous vous dirons la stratégie et tout ce qu'il y a autour pour aller conquérir ce pouvoir. C'est trop tôt pour le moment. Oui, madame. Bonjour, Valérie Béton. Merci. Non, écoutez, je serai clair avec vous. On se connaît tous depuis très longtemps. Il n'y a aucune divergence. Nous sommes les enfants de Fort-Boigny. On trouvera une solution entre nous. Ou pas. C'est absolument sûr. Donc il n'y a pas de problème. Pourquoi vous inquiétez? On n'est pas divisé. On ne va pas diviser le PDCI-RDA. Ça, c'est sûr. Bonjour, Valérie Béton. Merci. En fait, est-ce que vous attendiez quelque chose de ce congrès extraordinaire qui aura lieu dans 2 jours? Ou rien du tout? Rien du tout. Vous savez, rien pourquoi? Parce que j'ai été délégué du PDCI du département de Tanga. J'ai fait 2 campagnes présidentielles pour le président Fort-Boigny. Donc on se connaît tous. On se connaît tous, on sait qui est qui. Et comme on dit dans le village, on connaît le meilleur danseur. C'est une réalité. Je suis quand même très déçu parce que plus on avance, plus le PDCI perd de sa substance. On avait des méthodes de travail très ordonnées. Même le président Fort-Boigny, quelquefois, il était mis en minorité au sein du PDCI. Lorsqu'il devait présenter son rapport au Congrès, il y avait un petit congrès où il y avait des débats assez houleux. Et il faut être un démocrate. Quand ça n'allait pas, il reculait. Lénine a dit 2 pas en avant, 1 pas en arrière quelquefois. Il faut le faisait. À l'époque, il y avait eu le problème de la double insolité. Il faut y tenir. Mais lorsque les militants ont dit non, il a reculé. Non, je pense quand même qu'il faut qu'on soit plus civilisé. Je crois qu'il faut qu'on donne l'image d'une Côte d'Ivoire unie, forte. Parce qu'il n'y a rien de pire que le tissu social d'un pays divisé. On dit que lorsque le mur n'est pas pendillé, l'araignée n'y entre pas. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour que le PDCI soit uni. Ne voyez pas en nous des rebelles, nous des fondeurs. Dans un parti,
lorsqu'il n'y a pas de fondeur, lorsqu'il n'y a pas de débat, ce parti meurt. Vous voyez, il disait chaque fois, quand l'État avait voulu que l'amitié se nourrit de vérité. Seul n'est pas la vérité, donc le parti va au déclin. Et j'ai dit au président, même au président Bédier, lorsque j'ai rencontré le procureur, en fin de compte, on dit qu'on sommes des irréductibles. Je suis fier d'être irréductible, parce que si je n'avais pas été fier si je n'avais pas été irréductible à un certain moment, les choses n'auraient pas tourné à sa faveur. Ça, c'est une réalité. À un moment, on a dû contester certaines décisions qui avaient été prises par certains membres du parti. Mais on était sûr qu'on suivait la bonne voie, la bonne direction. On s'est rebellé. On a eu raison. Donc, en fin de compte, je ne vais pas... c'est le temps, je vais donc... je vais prendre la parole. Valérie Boni a posé une question précise. Et tu as répondu, cher frère, précisément. Qu'est-ce que vous attendez de ce congrès? Vous avez dit, j'ai dit non. On n'entend rien. Ok? Alors, le rien là, non, on n'entend rien de bon, rien de bon si vous voulez. Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Ce n'est pas une position de principe. Nous ne sommes pas des psychos rigides. Mais vous avez vu dans la presse qu'un comité qui s'est baptisé, auto-baptisé, comité de médiation, je dis auto-baptisé parce que le président Bédier a dit que ce n'est pas lui qui a demandé à ce comité, c'est pas lui qui a pris l'initiative, mais évidemment il n'était pas contre l'initiative. Nous a rencontrés les uns les autres, n'est-ce pas? Les uns les autres. J'ai été le dernier qu'ils ont rencontré, c'était lundi dernier. Et hier, nous avons reçu le feedback, comme on dit en français. Disons, en français, tu as de l'humour, mon frère. Le retour, comme on dit en anglais, de ces réunions-là. Le retour, c'est quoi? Le congrès extraordinaire aura un seul point, un seul et unique point à son ordre du jour, l'adoption des décisions de pré-congrès éclaté relatif à l'adoption de l'appel de Taoukro. C'est ce que le ministre Lambert nous a dit, en fait, c'est moi, il m'a dit hier soir. Des amis m'ont dit que c'est la même chose qu'il leur a dit, sauf certains que je n'ai pas interrogé, mais c'est ce qu'il nous a dit. Et il nous a dit aussi d'autres que nous pouvions venir au congrès, comme si la question se posait. Oui, la question se pose, c'est ça que ça suggère. C'est que c'est problématique. Parce que si nous dites vous pouvez venir, ça veut dire vous aurez pu ne pas venir. C'est ça que ça veut dire. Votre sécurité sera garantie. Ça veut dire que éventuellement, que vous pouvez avoir des problèmes de sécurité. Non, mais je vous dis. Et je crois que c'est dans une certaine mesure, quelqu'un m'a dit tout à l'heure que ces résolutions sont dans le journal ce matin. Mais le plus important, c'est que conformément à ce qu'ils ont dit, tout est bouclé, tout est verrouillé. Il n'y a plus rien à voir, il n'y a rien à voir ici, circuler. Donc, le congrès extraordinaire de demain, nous n'avons rien à y voir puisque nous ne sommes pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va le faire? Faire partie du décor, c'est pas faire preuve de considération et de respect. En tout cas, personnellement, je n'y vais pas. Et je crois que ça a été clair. Tous ici, nous avons dit que nous n'y allons pas. Pour ces raisons-là, donc on n'attend rien de nouveau, disons. Dans ces conditions, on n'y va pas. Voilà les raisons. Ça a été confirmé que rien ne change. Voilà. C'est clair, hein? 11h prochaine question, oui. Oui, 11h égalité 25 secondes. Alors, Excellence, vous n'attendez rien de ce congrès. Quelle sera la prochaine étape pour votre action? J'imagine qu'il se trouve en ce moment
le président Félix Houphouët-Boigny devrait avoir mal à son parti. Est-ce que réellement le PDCI aujourd'hui ne traverse pas une crise d'identité? Merci. Je vais y aller. Allez. Merci pour la question. La prochaine étape, on a dit qu'est-ce qu'on attend du congrès. Je ne vais pas revenir dessus, on n'a dit rien. Ce rien, il contient beaucoup de choses. Quelqu'un a précisé, on n'attend rien de positif, de prenable communisme. Je crois que ça va répondre en partie à votre question pour la prochaine étape. Mais la prochaine étape, si ce congrès venait à décider, et il va le faire, que nous étions les rebelles qu'ils ont annoncés et que par conséquent nous n'étions pas reconnus comme membres militants actifs, c'est ce qu'on dit, nous ne sommes pas des militants actifs, alors les deux choses l'une pour la prochaine étape. Où nous disons, tous les quatre ici, écoutez les gars, c'est bon, c'est fini, nous sommes fort pro par M. Bédier, on n'y va plus. Ça, c'est une éventualité, mais ne comptez pas dessus. C'est pas ça qui va se passer. Il va se passer la chose suivante pour la prochaine étape, que les positions risquent de se cristalliser. C'est-à-dire que M. Bédier et sa troupe vont décider d'une chose, et que nous, avec les frères, ceux qui nous accompagnent, on va décider d'une autre chose. Ce sera proposition contre proposition. C'est la prochaine étape, à mon avis. Et elle est là, et la prochaine étape, il n'y a pas besoin d'aller au congrès, d'en sortir pour... Il faut que nous, les quatre ici, avec nos compagnons, et d'ores et déjà, nous commencions à nous atteler à cette tâche-là. Ça, c'est l'étape qui est en cours, là. Du père de la nation, je ne voudrais pas rire avec certaines choses, mais je suis conforté dans une chose, c'est que le président Houphouët, de là où il est, à mon avis, hein, je voudrais que les autres se l'approprient aussi, quand il y a eu le coup d'État, vous vous en souvenez, monsieur, on a eu un coup d'État ici. Bon, on ne s'en souvient pas. Au coup d'État, je vais vous édifier, le président Houphouët, là où il est en ce moment, je suis sûr qu'il s'est retourné dans sa tombe. Aujourd'hui, avec ce qui se passe avec M. Bédier, je suis tranquille parce qu'il s'est remis à l'endroit. C'est ça, le père de la nation. Il s'est remis là où il faut parce que, à force de se retourner, il répond là où il faut. Donc, qu'est-ce qu'on fait du PDCI si la question a une tendance? J'aimerais pas prendre la responsabilité de répondre que par nous et à cause de nous, il va y avoir un clivage au PDCI. Nous, c'est le discours inverse. C'est de faire en sorte que tous les militants du parti, depuis sa base, le petit paysan qui est là-bas, jusqu'à ces établissements ici, que tout le monde se mette ensemble. On a dit, je le réaffirme, que nous ne sommes pas les rebelles. On va finir, si on continuait ici, il faut continuer par faire admettre que la rébellion, c'est l'autre côté. Il faut les isoler, ces gens-là. Ils n'aiment pas Houphouët. Quelque part, quelqu'un me fait penser quelque part à ce capitaine de navire, vous savez, qui, après avoir fait la traversée, brûle le navire pour que personne ne revienne. C'est ça que nous vivons au PDCI. C'est exactement ça. Quelqu'un veut chavirer le navire, il veut le brûler, nous ne sommes pas d'accord. Et je crois que c'est nous qui allons avoir raison sur cette situation. C'est pas Oui, nous vous avez parlé d'une crise au sein du PDCI. C'est vrai. Une crise d'identité, effectivement c'est vrai. Parce que moi j'ai connu le PDCI quand j'étais étudiant. J'étais pas actif parce que j'étais étudiant, mais j'ai quand même suivi de près le PDCI. Ensuite, en tant qu'ambassadeur, j'ai connu le PDCI. Ce qui m'a frappé, c'est que c'est l'attachement du président Houphouët-Boigny au PDCI. C'était toute son œuvre. C'était son œuvre.
Et il tenait comme la pluie de ses yeux. Je me rappelle, quand il était malade, je lui avais lu un rapport sur la situation politique. Il avait eu ce cri de cœur. Est-ce que j'ai travaillé toute ma vie pour bâtir une nation? Est-ce que je vais bâtir sur du sable mouvant? Est-ce que le PDCI va se diviser après ma mort? Bon, vous savez, au frère, quand on l'a écouté pendant très longtemps, il a toujours réponse à tout. Il disait que lorsqu'il n'y a pas de solution humaine à un problème, il y a toujours une solution divine. Et je lui ai dit que le PDCI ne va pas mourir, Monsieur le Président, parce que vous avez d'abord cru en Dieu, vous avez construit une basilique pour Dieu, et que Dieu va trouver une solution à tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. Et que votre œuvre va survivre. Et si on se bat aujourd'hui, c'est pour que le PDCI survive. Et c'est même pas pour la Côte d'Ivoire, parce que lorsque on avait fait la déclaration de faire du PDCI RDR, j'ai reçu des appels de partout en Afrique centrale, à Djibouti, un peu partout, du Tchad, tous les gens qui sont battus pour le RDA, qui nous ont accusés que nous allons déchirer toute leur œuvre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une question de génération, et c'est normal. Les générations se succèdent, chacun vient avec ses connaissances, vient avec ses idées. Il y a une nouvelle génération. L'image, du moins pas l'image, l'exemple c'est Kakabé. Kakabé vient me voir quand j'étais arrivé de Louis à l'époque, il me dit, ah grand frère, il faut s'impliquer dans nos débats, dans nos combats. Bon, j'ai toujours dit oui, mais je n'ai pas bougé parce que je connais les autres. On dit heureux celui qui ne sait pas. Parce que le PDCI, ce n'est pas la même équipe, ce n'est pas les hommes qui avaient les valeurs qu'on avait. C'est une nouvelle génération. Et chaque génération a ses combats. C'est naturel, c'est normal. Même quand vous regardez les grands partis français, les gaullistes aujourd'hui, quand vous regardez l'UMP aujourd'hui, entre le secrétaire général de l'UMP et sa vice-présidente, ils ne partagent pas les mêmes opinions face au problème. C'est normal qu'au PDCI, il y a pas ces divisions, mais qu'il y a des problèmes entre les uns et les autres. C'est normal. C'est normal. Je crois que le PDCI a suivi un peu, disons, cette méthode qu'on appelle le centralisme démocratique. Et il y a toujours un débat au sein du PDCI. C'est ça qui fait sa force et sa valeur. Mais c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Il y a aussi quelques valeurs qu'on n'a plus. Vous avez des valeurs, c'est ça qui fait sa force. Parce que quand on parle de l'opportunisme, ne pensez pas que nous sommes des nostalgiques du passé. Non, moi je ne suis pas un nostalgique du pouvoir. Mais je sais quand même qu'il y a des valeurs ancrées dans le PDCI, grâce à vos frères. Mais ces valeurs, il faut les conserver. C'est ce qu'on ne sait pas pour ces valeurs aujourd'hui. Et aujourd'hui, au PDCI, c'est vrai, quand je vois qu'on permet à des gens de huer, de crier contre des militants, contre des responsables, c'est pas du PDCI, ça, c'est une nouvelle vision du PDCI que je ne partage pas. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il faut qu'on se rattrape. Bon, on a côtoyé tellement de partis politiques qui n'avaient pas les mêmes valeurs que nous, la violence, la casse. Non, ce n'est pas le PDCI, ça. Le PDCI, on ne suit pas, on a les valeurs qu'il faut suivre. Et nous avons donc le devoir à nous, les anciens, je ne sais pas si vous êtes les anciens, bien sûr, mais en fin de compte, nous sommes comme le Bordeaux. On peut bonifier le temps. Et le PDCI, il faut qu'on fasse un réarmement au sein du PDCI. On ne peut pas laisser le PDCI être des moutons de palier. Ça, je ne peux pas accepter. Je crois que même nos enfants aujourd'hui, on n'arrive même pas, disons, à les convaincre, parce qu'ils sont aussi intelligents que nous. Ils ont autant d'expérience que nous, ils savent ce qui se passe aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire une mascarade, dire que bon, que l'appel est adopté demain à l'unanimité à 100%. Tout le monde sait que c'est faux. Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde les problèmes du monde aujourd'hui, la Russie aujourd'hui se répète. Pourquoi? Parce que c'est une grande puissance. Elle ne peut pas accepter d'être humiliée aujourd'hui. Tout son empire soviétique commence à tomber partout. Elle se rébelle. Le PDCI, c'est ça. Le PDCI a géré ce pays pendant longtemps. Tout ce qui a été fait de bon de grand, c'est le PDCI aujourd'hui. C'est pour cela que moi, je ne critique même pas le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le PDCI, le premier ministre, c'était le PDCI.
les différents ministres sont là, infrastructures ou autres. Donc, on a un devoir vis-à-vis de ce gouvernement, puisque nous sommes co-gérants de ce gouvernement dans ce pays. Aujourd'hui, je crois que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est faire en sorte que le PDC retrouve les valeurs anciennes. Et aujourd'hui, dans le PDC, il y a ce sentiment, le sentiment des gens responsables. Tous veulent aujourd'hui que le PDC revienne au pouvoir. Ça, il n'y a pas de doute. Malgré tout ce qui s'est dit contre nous, les rebelles, les dissidents, tout le monde nous appelle persister. C'est notre avenir qui est en jeu. C'est ça la réalité. On ne cache pas le soleil avec sa main. Et c'est pour cela que je crains tout ce qui va se passer. Parce que c'est bâti sur du sable. On ne peut pas mentir disant que c'est comme ça, non. Tout est faux, malheureusement. Et c'est ce qu'on ne peut pas cautionner. Je crois que je m'arrêterai là parce que je parle trop. Armand Bouri, notre voix. Je voudrais poser une question à l'ensemble des candidats. Celle-là, l'appel de Daouko comporte trois aspects. L'aspect candidature unique du président, donc l'aspect fusion FDR et DCI, et puis l'aspect alternance 2020. Lequel des aspects vous gêne, monsieur le candidat? Deuxième question. Et celle-là, elle est particulièrement posée à monsieur Kabé. Je suis heureux d'être devant de grands militants actifs du PDC. Donc, si vous pouvez répondre aussi, messieurs, ça me ferait vraiment grand plaisir. Est-ce que les candidats que vous êtes, vous avez intégré le combat de l'inéligibilité dans la Sangwata? Merci beaucoup. Merci. Armand Bouri, je pense que mon ami et frère Armand Bouri a constaté que je n'ai pas encore parlé, vous voulez absolument que je parle. Sinon, la question ne m'est pas adressée particulièrement, elle est adressée à tous les Ivoiriens. Au-delà des quatre que nous sommes, à tous les Ivoiriens. Parce que tout peuple a une constitution, chaque peuple aussi a son âme. Pour ne pas sortir du décor, je voudrais à mon tour remercier mes aînés et vous remercier d'être venus. C'est la première fois que vous nous voyez, la deuxième fois que vous nous voyez ensemble. Il y a quelques jours, nous étions à un déjeuner ensemble et aujourd'hui nous sommes ensemble. Et il en sera ainsi pour le reste du temps, pour mettre en pratique les valeurs du Père fondateur, le rassemblement, l'union. C'est ça que vous pouvez nous enseigner. Et nous tenons tous les quatre, comme beaucoup de militants, à la vie et à la vie de l'œuvre du fouet de PDC-IRD. Vous allez observer avec moi que depuis la mort du Père fondateur, il y a eu quand même quelques dates clés, quelques événements clés. Malheureusement, nous, je remarque que nous ne savons pas tirer les leçons des événements qui nous arrivent. Juste après la mort du Père fondateur, alors même que vous pouvez tous le savoir, à un congrès, la parole a été refusée à M. Guény Komna. Il est sorti sans bagarre et qui a créé le RDR pour M. Hassan Ouattara, Darwan Ouattara. En promettant même, et ce fut, je crois, une belle prophétie, de réduire le PDC-IRDA à l'état de relique au nord et à l'état de vestige au sud. On a traité Guény Komna de solitaire dans un immense désert. Aujourd'hui, force est de constater que ce parti solitaire
eh bien, a fini par mettre le PDCI-RDA à ses pieds. Je dois vous dire que même notre demande de candidature adressée à la direction du PDCI-RDA par nous 4 se retrouve sur les tables du RDR. Comme pour vous dire que le PDCI-RDA a perdu de son autonomie en tant que parti. Le samedi, il y a un autre rendez-vous pour entériner l'appel de Daoukro. Je vous fais remarquer au passage qu'en tant que jeune observateur de la scène politique nationale, j'ai le regret de le constater parce que Dieu seul sait combien nous avons investi nos vies à soutenir le testament politique d'Oufoué dont M. Bédié était bénéficiaire. Mais il faut avoir le courage de le reconnaître. Depuis la mort du père fondateur, il y a comme 2 grands événements qui ont secoué la Côte d'Ivoire. On a longtemps spéculé sur l'igualité. On a longtemps spéculé là-dessus. Et ça a divisé profondément le peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, voilà encore un appel. Un appel qui va achever définitivement le PDCI-RDA. Et je constate que tout ça tourne autour d'un seul individu, Alassane Dramane Ouattara. C'est avec son nom qu'on détruit l'œuvre d'Oufoué, l'œuvre politique, le PDCI-RDA. Comment se sent-il, lui, qui prétend être un enfant d'Oufoué, qui prétend gouverner la Côte d'Ivoire avec le nom de Félix Houphouët-Boigny? Comment se sent-il quand à chaque fois son nom est au centre de ce qui divise et détruit l'œuvre du père fondateur? Nous sommes venus ici ce matin pour vous dire tout simplement et en principe, nous ne devons pas aller plus loin. Nous ne serons pas le samedi à ce rendez-vous-là pour cautionner ces pratiques. De toute façon, vous ne verrez pas de militants du PDCI dans la salle. Puisque moi, la mère Kwasi Kona m'a téléphoné ce matin, je n'étais pas là en fait, je suis arrivé ce matin de mon bureau pour me dire le président Bédié te demande de venir au congrès, ta sécurité sera garantie. Est-ce que Bédié a besoin de me garantir une sécurité pour aller à mon congrès? Je lui dis, mais c'est parce que tu me dis même que tu sèmes le tout dans mon esprit. Parce qu'aucun militant du PDCI-RDA ne peut porter atteinte à notre intégrité physique. Aucun. Je n'en connais pas un seul. À commencer par le secrétaire lui-même. Qui puisse nous regarder et nous insulter, nous huer ou nous toucher. Mais évidemment, je suis quand même un homme politique, je suis un élu. Dans ma commune, il y a déjà 1000 jeunes gens recrutés. Et on les trouve facilement dans les camps du RDR. Habillés en tricot Bédié pour venir remplir la salle. Et puis, comme ça m'est arrivé à Bonan, c'est de dire que c'est un vrai militant du PDCI-RDR. Laissons le pré-congrès ou le congrès extraordinaire du PDCI-RDR se tenir. C'est de ça qu'il s'agit. Le PDCI-RDR se retrouve samedi. La deuxième étape, pour les 4 que vous voyez, avec d'autres barons du PDCI-RDA. Nous ne sommes pas là ce matin parce que c'est une conférence de presse. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un grand rassemblement de militants du PDCI-RDA. Ceux-là qui veulent appliquer les résolutions de leur parti. Et ensuite, la question de la candidature. Ne mettons pas la charrue avant le bœuf, mais tout va se régler. Et c'est à l'intérieur que nous allons organiser maintenant notre convention, la convention du PDCI-RDA. Pour vous dire comment nous allons aux élections. Parce que l'entêtement de M. Ouattara à s'accrocher à M. Bédié dans la division du PDCI suffit pour que vous compreniez très bien que lui tout seul ne peut pas gagner d'élection dans ce pays. Je sais que ce que tous les deux recherchent, c'est justement qu'à travers les logos des partis, ils organisent la mascarade et la tricherie électorale. Quelqu'un a posé le problème. Aujourd'hui, nous sommes venus vous dire que nous ne sommes pas au Congrès. Nous allons nous retrouver avec toutes les forces vives de ce pays pour aborder la question de l'organisation
scrutin. Je vous l'ai déjà indiqué, même au temps du parti unique, sous le règne du président Oufoué, on n'a pas vu ça. La CEI, parlons-en. En tant que député, j'ai participé au vote de cette loi. D'ailleurs, vous vous souvenez que j'étais le seul, l'unique député en commission à voter contre la loi. Mais vous observez bien que, finalement, on a choisi une voiture des partis politiques. Bien, le RD y est représenté. L'UDPCI appelle à voter Alassane Ouattara, y est représenté. M. Bédier appelle à voter Alassane Ouattara avec le PDCI, y est représenté. Le FPI, finalement, pour la branche qui appelle à voter, enfin, qui participe aux élections, y est représenté. Ajouter à cela l'administration ivoirienne, c'est devenu une série RDR, une série alassaniste, pour justement annoncer tout sauf la volonté des Ivoiriens dans les urnes. Nous ne pouvons pas, nous quatre, si nous n'avons pas l'investiture du PDCI RDA, nous sommes d'office exclus de la CEI. Nous n'y avons pas de représentants. Comment peut-on compétir avec M. Ouattara pendant que lui est l'arbitre du jeu? Vous voyez bien que j'ai posé le problème au président Bauché à l'époque. La question n'a pas trouvé de réponse au motif que M. Ouattara n'avait pas fait acte de candidature. Quand il fera acte de candidature, est-ce qu'on reviendra en arrière pour revoir la composition de la CEI? Donc je peux vous dire qu'il y a des grands sujets d'importance qui sont en suspens pour lesquels on va s'engager franchement dans l'intérêt de ce peuple de Côte d'Ivoire. Tripatuer les constitutions en Afrique, ça ne fait pas honneur à l'Afrique elle-même. Et on sait l'effet que ça produit partout. La Côte d'Ivoire a trop souffert. Je ne connais pas un seul d'entre nous qui, par amour pour ces pays-là, nous engagerait dans cette voie. Pour l'instant, parlons des choses qui existent. Je suis député à l'Assemblée nationale, on a été convoqué à une session extraordinaire, je n'ai pas encore vu de loi dans ce sens. Donc, allons-y doucement. Mais il me semble que les choses sont claires, elles sont connues de tous. Aujourd'hui, nous sommes venus vous dire tout simplement, si vous, et je n'en doute pas du tout, vous êtes des journalistes, on vous a suffisamment expliqué ce qui prévaut au PDCI. C'est à vous. C'est à vous d'écrire. Enfin, c'est le fonctionnement normal et régulier d'un parti politique. Il n'y a qu'une seule instance de décision, le congrès du PDCI. Est-ce que oui ou non, nous avons décidé d'avoir un candidat, un militant actif? Pourquoi d'autres veulent changer? Ben, c'est ceux qui changent qui sont contre le PDCI. Et il se trouve des journalistes pour écrire et nous traiter, nous, de rebelles. Dans quel monde sommes-nous? Apprenons surtout, que je regarde la salle, je suis heureux de voir beaucoup de jeunes. Apprenons à respecter toujours les règles qu'on se donne. Ça évite les histoires. Ça évite les histoires. Dans un cas comme dans l'autre, même en affirmant notre union, notre RHDP, vous connaissez la règle. Au premier tour, chaque parti membre de cette alliance a son candidat. C'est au second tour que les trois autres soutiennent celui qui a au second tour. La règle n'a pas changé. Est-ce que les militants du PDCI ont le droit de travailler et faire en sorte qu'en 2015, là, en octobre, et ils viennent au second tour, face certainement au FPI, et que le RDA et Ouattara nous soutiennent aussi, conformément aux résolutions de cet accord-là? Oui, nous avons ce droit-là. Mais dans un cas comme dans l'autre, il y a une volonté manifeste de tordre le cou aux règles, et c'est ça qui met l'Afrique en retard. C'est ça qui met le feu à notre continent. C'est ça qui va prendre fin. Et il est regrettable que nos aînés, au soir de leur carrière ou de leur vie, se comportent de cette façon pour compromettre l'avenir des enfants, des jeunes. C'est ça qui nous réunit. Il est heureux que tous les aînés ne soient pas dans ce sens. Et qu'il y en a ici à qui on peut encore faire confiance.
et qui sont apportés pour nous faire espérer que demain nous encore, on doit espérer. Alors, chers amis, pour aujourd'hui, je crois que c'était pour appuyer cette position. Il n'y aura rien à ce congrès-là qui soit nouveau. Sauf que les retrouvailles entre M. Bélier et M. Ouattara et chacun avec ses partisans. Donc le PDCI RDA n'est en rien concerné par ce qui va se faire demain. Et le vrai PDCI RDA va se réunir et nous vous inviterons à ce grand rassemblement sous, je dis, l'égide du fait. Parce que je ne pense pas que vous pouvez créer ce parti pour le voir disparaître. Je ne pense pas que vous pouvez créer ce parti pour qu'il soit la somme des nôtres. Surtout pas de ceux qui sont sortis de cette entrailles. Si tant est que M. Ouattara reconnaît enfin que c'est bien d'être ensemble, mais c'est plus facile de revenir dans la maison du père fondateur. Pourquoi lui tient à la vie de son RDR? Il ne peut pas faire bacharier et vous voulez que c'est le PDCI qui aille se jeter dans le RDR pour mourir. La question de l'alternance en 2020. Je souhaite qu'on n'en parliez plus. Parce qu'à ce jour, je n'ai vu aucun militant, aucun cadre du RDR en parler. Ceux que j'ai vus en privé m'ont toujours dit qu'ils ne seraient pas concernés. D'ailleurs, que je ne vois pas les dit ça. C'est plutôt la direction du PDCI qui a visiblement du mal à faire appel sa position actuelle, qui nous prennent pour des bébés, à qui on donne des petits bonbons pour voir ce que je veux dire. Sinon, c'est aussi bien que nous connaissons, par le fait de la génération. J'avais parlé personnellement avec le ministre Abaraï Kouamed, à l'Assemblée, quand il est venu, il m'a dit par la suite. Il m'a dit, monsieur le ministre, depuis que le débat sur l'alternance 2020 est ouvert, pourquoi vous n'en parlez pas? Il a commencé à rire. Il savait dire quoi, ton rire? Est-ce que vous, là, vous pouvez admettre, vous accepter que Abaraï Kouamed en 2020 va croiser les bras pour dire à M. Kakadé, bon, comme M. Bélier nous a soutenu hier, alors c'est ton tour. Vous voyez ça? Vous voyez que mon ami et frère Guillaume Soro, mon président qui est assis sur l'article 11, il va croiser les bras en 2020. Et quand M. Ouattara est Bélier, donc c'est votre tour. Vous voyez ça? Et vous voyez que nos militants du PDCI sont tellement dupes pour qu'on les fasse avaler ça. Non. Préparons-nous à aller aux yeux. Préparons-nous à nous battre de façon loyale. Surtout que personne ne s'imagine qu'en 2015, il va encore user de violence. Surtout pas. Nous devons battre campagne sur les 322 000 km² que contre la Côte d'Ivoire. Chacun doit être prévenu. Les élections à venir doivent réconcilier les Ivoiriens définitivement. Définitivement. Et donc, ça va être une campagne apaisée, civilisée, ouverte, et la sécurité garantie pour tous les acteurs. Tous les acteurs. C'est comme ça et comme ça seulement que nous pouvons ressusciter notre pays et que chacun adhérera au verdict du scrutin. Donc, c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voici donc la petite note que je voulais ajouter à ce stade de débat. Je vous remercie. Merci. Nous allons aller à vos permissions. Je voudrais quand même dire un petit mot sur ces thèmes qui ont été développés. Vous savez, je crois que ce que Bertrand dit, c'est la vérité. Nous sommes plus âgés. Je ne sais pas si vous avez lu le livre du président Diouf. Dans la préface, il a cité un proverbe wolof qui dit que la sagesse consiste à ne pas dire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on sait. Mais en fin de compte, beaucoup de choses qu'il a dit ont été dites au niveau du comité des sages, du comité de la médiation. Tous sont d'accord d'ailleurs, parce qu'on n'est pas naïf. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Quand on fait de la prospective, on sait ce qui va se passer en 2020. Il a cité des noms, des exemples. Et malheureusement, les gens le savent. Oui. Vous savez, on dit que
généralement que les conditions de préparation d'une élection préfigurent les problèmes qui vont se poser. Et l'avenir est un peu sombre. Quand on regarde les indicateurs de déstabilisation, il y a deux facteurs. Il y a le népotisme et la corruption. Et il y a un proverbe original qui dit que c'est l'œil du voisin sur toi qui permet de savoir que tu as une tache sur ta chemise. Et quand on parle de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, on est un peu inquiets tous. Nous aimons la Côte d'Ivoire. Nous avons connu une épreuve assez difficile. Il faut qu'on fasse tout pour éviter encore qu'on tombe encore dans la violence. Et ça, c'est notre objectif. La Côte d'Ivoire est un pays région. Tout ce qu'il y a de beau et de bien à l'extérieur, on le trouve en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il y a de mauvais, on le trouve en Côte d'Ivoire. Quand on parle du djihadisme, bien sûr, on ne voit que les pays qui se battent aujourd'hui. Mais nous avons partout en Afrique des embryons de djihadisme. Pourquoi? Parce que tous nos frères musulmans étudient dans les pays arabes. Ils reviennent tous aujourd'hui, ils sont chômeurs, ils n'ont pas d'emploi, ils sont tous des aigris. Tous ceux qui se battent comme Boko Haram, ils ont été formés en Arabie Saoudite. Et je connais pas mal d'Ivoiriens qui étaient avec eux. Ils savent comment on manipule les bombes et tout ça. Et même du côté chrétien, catholique, il y a des extrémistes aujourd'hui partout. Parce qu'avec les sectes aujourd'hui, on entend tout. Et donc, je fais un appel vraiment parce que j'aime la Côte d'Ivoire. Nous tous d'ailleurs, nous sommes la Côte d'Ivoire. C'est notre seul outil aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est un État qui a été respecté dans le monde. C'est vrai que les journalistes ne font pas beaucoup de recherches aujourd'hui. En 1981, il y avait la conférence de Cancun. Il y avait 26 pays qui avaient été invités pour réfléchir un peu comment réformer le monde, comment créer un nouvel ordre économique pour que vraiment la paix s'installe définitivement. La Côte d'Ivoire était le seul pays africain. Le seul pays africain qui était là-bas. Et ça crée des débats, puisque tous les pays ne comprenaient pas que la Côte d'Ivoire seule soit présente à cette conférence des grands. On était dans la cour des grands. Et après tout ça, quand j'ai vu ce qui s'est passé à Marcoussis, les accords d'Accra, on a été traîné un peu partout à Addis Abeba, à Pretoria, à Ouagadougou. C'est humiliant. Moi, pour moi, j'ai senti ça avec beaucoup d'humiliation. Je crois que tout ce qu'on peut faire pour que la Côte d'Ivoire soit un pays réconcilié et qu'on puisse avoir la paix définitive, ce serait, je crois, la seule contribution qu'on peut faire pour nos enfants, nos petits-enfants. Alors, ne jouons pas, parce qu'en définitive, ne jouons pas du tout avec la Côte d'Ivoire. Ne jouons pas. Il faut qu'on s'asseye, qu'on puisse réfléchir calmement comment est-ce qu'on peut mettre en place toutes les structures pour que ce pays aille à des élections paisibles. Je crois que nous avons tous été des responsables sur cette table avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. On n'a besoin de rien aujourd'hui en réalité. Tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on fait, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants. Mais si on ne fait pas attention, tout le monde sait que demain ne sera pas aussi simple. On risque encore de tomber dans la violence. C'est en fait la seule motivation qui fait que j'étais candidat. Je parle beaucoup avec le monde, j'analyse beaucoup de choses avec mes collègues à l'OUA. Les nuages qui avancent ne sont pas bons. Bien sûr, on parle de construction, de ponts, de ceci, cela. Non, je le dis sincèrement parce que je connais le monde. Je connais Kadhafi, je travaillais avec lui peut-être 3 fois par semaine quand je faisais l'Union africaine. Si on s'en tenait à la construction des ponts et des routes, Kadhafi n'aurait jamais quitté le pouvoir. Je connais Ben Ali, et Ben Ali, tout ce qu'il a fait, il était adulé par le monde occidental. Tous les malades en Afrique vont se soigner en Tunisie. Tout ce qu'il a fait comme viaduc, comme pont, parce qu'il avait tous les capitaux du monde arabe, et il a développé la Tunisie. Même, je me rappelle, Fologo avait été envoyé comme, pour aller voir qu'est-ce que faisait le succès de la Tunisie, pour qu'on puisse copier ce qu'il faisait. Mais ce type, il a dû fuir son pays. Moubarak, c'était un dieu sur terre, quand il se déplaçait, c'était quelque chose d'incroyable. J'ai déjeuné une fois avec lui, je n'en revenais pas parce que je me croyais un peu au ciel. Une fois, je suis parti du théâtre
à Chamarchek aussi. J'ai vu ce monsieur couché en prison. Vraiment, j'ai pleuré parce qu'en fin de compte, j'ai vu comment le pouvoir est aléatoire. Parce que je ne peux pas m'imaginer que ces gens pouvaient en arriver dans le... Donc aujourd'hui, écoutez, je vous assure que quand on a vu tout ça, une fois il disait une chose de vraie, il dit que le voyage, ça rabaisse l'orgueil. Parce que quand j'entends tout ce qui se passe aujourd'hui, bon, c'est bien pour la population locale. Mais regardez les différentes télévisions africaines aujourd'hui. Tout le monde veut être payé merchant en 2020. Il n'y a pas un seul aujourd'hui. Je ne sais pas qui sera derrière aujourd'hui. Mais soyons réalistes aujourd'hui. Il faut qu'on fasse en sorte que vraiment la Côte d'Ivoire trouve la paix définitive. Ce n'est pas pour nous. Je dis que je remercie Dieu pour tout ce qu'il a donné. On ne va jamais le remercier assez. Nous sortons tous peut-être de pères qui n'ont jamais été à l'école, de la campagne. Et il faut qu'on parte en laissant la Côte d'Ivoire un pays solide pour nos enfants. Quand vous voyez tous les Africains qui meurent parce qu'ils veulent aller en Europe aujourd'hui, ils meurent à mer aujourd'hui. Et ceux qui sont là-bas travaillent dans des conditions inhumaines aujourd'hui. Pourquoi on va détruire ce que nous avons? Nous avons l'eau, nous avons le soleil, tout ce qu'il faut aujourd'hui. Et vraiment, je crois que ça fait de la peine. Il faut que vraiment nos dirigeants laissent tomber de côté leur orgueil. Il y a Ben Yamel qui disait dans un article que j'avais lu sur la Tunisie, disant qu'en Tunisie, il n'y a pas de classe politique, il y a des responsables qui ont un ego surdimensionné. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui ici. Il faut qu'on sache faire un pas en arrière. Vraiment, il disait que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions solides. Et la CIE, moi-même j'ai participé à la conception de la création des CIE un peu partout, parce qu'on se fait poser des questions. Parce qu'en fin de compte, on s'est posé la question de savoir pourquoi quand les élections allaient tout. C'était parce qu'il y avait la ficherie partout. Donc on était arrivé à cette conception qu'il faut un organe indépendant et souverain pour pouvoir gérer les élections. Bon. Mais en fin de compte, on avait mis certaines balises et les seuls pays qui ont fait vraiment des séries objectifs. Oui, les seuls pays qui ont fait des séries. Le modèle pour moi c'est l'île Maurice. L'île Maurice, à côté même le Ghana est beaucoup mieux. Le Ghana, le Botswana, l'Afrique du Sud, nous avons déjà les éléments. Donc si vraiment on ne s'attache pas vraiment à créer cet organe, un organe objectif, puissant, on aura toujours des problèmes. Il ne faut pas que cette institution soit à la porte d'un parti. D'ailleurs, c'est pour cela que même la nomination des CIE, ce n'est même pas le gouvernement, c'est un organe élargi qui doit choisir le président en question. Pour qu'il y ait une base juridique plus solide, plus élargie. Ça, c'est indispensable. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention avant qu'on parte. Je crois que c'est le seul message que je peux vous apporter parce que j'ai vu tellement de drames dans ma vie. Tellement de drames dans ma vie. Et aujourd'hui, même si j'ai des problèmes de santé, je ne suis pas malade. Parce que j'ai fait une chute dans un char de combat au Libéria. Le deuxième, j'étais à chercher Fodé Sanko, qui était plus terrible que Boko Haram aujourd'hui. J'ai marché pendant 3 heures dans la forêt, j'ai fait une chute dans un ravin de près de 100 mètres. J'ai eu des déchirures des ligaments du genou, et c'est maintenant qu'avec l'âge, ça commence à revenir. Bon, j'ai été en Angola, et à l'époque, j'ai assisté à un phénomène de lutte. Je ne sais pas si vous avez connu ce qu'on appelle Tito Carnaval, où il y a eu des batailles les plus meurtriers. Et c'était la Bérésina. Bon, quand on a été chercher, des troupes, des prisonniers cubains, j'ai sauté sur une mine et je ne vais jamais oublier ça parce qu'en définitive, voir ça au cinéma, mais vivre, c'est pas facile. Et vraiment, je pense que quand on a vu tout ça, il faut qu'on déprenne la Côte d'Ivoire. Les hommes ont passé. La Côte d'Ivoire va devenir. Et la Côte d'Ivoire a été un grand pays. Il faut qu'on fasse tout pour préserver. Ce n'est pas nos ambitions. Moi, qu'est-ce que je cherche aujourd'hui? Même si je me donne l'argent, je ne vais pas boire deux bouteilles de champagne ou de vin ou bien je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Tu vas aller dans le bois de nuit.
Bref, elle avait encore bon. Bon, en fin de compte, je crois que je ne vais pas conclure, mais en fait, il faut vraiment qu'on fasse tout. On n'est pas des bêtes en guerre. Moi, je ne veux pas que mon nom soit lié à une guerre ou quelque chose. Je veux que mon nom soit lié à la paix. La réconciliation, c'est indispensable. Indispensable. Quelles que soient les fautes commises par les uns et les autres. On dit que quand votre couteau vous blesse, on ne le jette pas. On le suit, on le met dans son trou. On a tous commis des bêtises, peut-être. Quand on analyse un peu ce qui s'est passé, la gestion du PDC, qu'est-ce qui a été fait de bon, de mauvais? Aimé Césaire disait que le plus court chemin vers l'avenir passe par le passé. Le passé permet de voir un peu les erreurs qui ont été faites et ce qui a été fait de bien. Quand on regarde la gestion du FPI, qu'est-ce qui a été fait de bon, qu'est-ce qui a été fait de mauvais? Aujourd'hui, c'est le RDR. Qu'est-ce qui a été fait de bon, de mauvais? On peut s'asseoir pour analyser tout ça, tirer les enseignements de tout cela et faire en sorte que vraiment on puisse avoir des institutions solides, une vision solide de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc voilà le peu que je voulais dire aussi. Je donne la parole à... Oui, non, mais je pense que il y a un d'entre vous qui, d'entrée de jeu, a posé une question et nous lui avons dit, et nous sommes restés dans ce cadre-là, les raisons pour lesquelles nous sommes devant vous ce matin. Je pense que ça a été suffisamment clair. Nous sommes devant vous ce matin, je dis ça parce que ça va être mes propos de fin en ce qui nous concerne, pour dire notre opposition à tout ce qui va se faire par le soi-disant congrès extraordinaire du PDCI qui, Bertin a raison, en vérité ce sera le congrès du PDCI RDR. Je crois même qu'il est gentil. J'ai bien peur que ce soit que le congrès du RDR. Non, c'est vrai, on n'est pas là pour faire des effets. On est là pour vous décrire une réalité qui est triste. Qui est triste. J'ai dit au premier émissaire qui est venu me voir il y a quelque temps avant que nous ne recevions la délégation du comité des sages, qui est venu en éclaireur, j'imagine, je dis, est-ce que le président Henri Konan Bédié a conscience qu'il a posé un problème politique majeur au PDCI RDA et par-delà le PDCI RDA, un problème politique majeur à la Côte d'Ivoire. C'est peu ça que Bertin vient de dire. C'est un problème politique majeur qui ne s'imposait pas. Ça ne s'imposait pas. Pourquoi? Parce que s'il s'agit de dire que des partis ont mis en place un mécanisme d'alliance pour aller aux élections, les mécanismes sont connus et c'est ce que nous avons appliqué en 2010. J'ai fait campagne. J'ai fait campagne pour cela. Au premier tour, pour Henri Konan Bédié. Après d'ailleurs, je signale au passage, cette histoire de violence, tu sais très bien que c'est pas faux. Je suis assis devant vous, j'ai été agressé le 14 juillet 2008 ou 9, parce que j'ai osé dire que le PDCI ne doit pas avoir peur de débat, car grand groupe voulait me faire mettre devant une certaine responsabilité. Donc ce n'est pas exclu qu'il y ait la violence. J'ai été littéralement agressé au sortir d'un certain bureau politique alors que je n'avais pas prononcé un mot. Tout simplement parce qu'une semaine avant, j'avais dit que le PDCI RDA ne doit pas avoir peur du débat. Je ferme la parenthèse. Donc la violence n'est pas forcément exclue de certaines pratiques qui ne sont pas PDCI.
mais de certaines pratiques de certains responsables. Donc, je fais campagne pour le président Bonapétier. Après d'ailleurs que nous ayons, lui et moi, discuté, dialogué, et que je lui ai dit ma façon de penser sur sa gouvernance du PDCI-RDA, sur la manière dont il a géré l'héritage. Je n'ai pas besoin de le dire ici. Il y a des témoins vivants. Et après cela, j'ai fait campagne pour le président Bédi au premier tour. J'ai participé au dépouillement. Je sais ce qui s'est passé. Et j'ai été très près de lui. Et quand il vient me dire on m'a envoyé 600 000 voix, je l'avais prévenu. Oui. J'avais prévenu, en tout cas par le biais du secrétaire général du PDCI-RDA. Donc, voyez-vous, au deuxième tour, j'ai fait campagne pour le président actuel, pour Alassane Dramane Ouattara, avec lequel vous connaissez mes liens. J'ai fait campagne. Ça n'a pas été facile. Disons dans une partie de la région du centre. Non, je n'aime pas trop parce qu'après on m'a dit fait du tribalisme. Mais je veux vous dire au passage que là où j'ai fait campagne, 80% des voix ont été accordées à Alassane Ouattara. Je crois que si les 80% là, c'était reporté sur Bako, Bako c'est le président de la République aujourd'hui. Donc, ça n'a pas été, et ça n'a pas été inutile. Donc, voilà le mécanisme du RHDP. Diantre, pourquoi donc, je prolonge ce que Bertin a dit, pourquoi on n'a pas reconduit cela? Pourquoi le PDCI n'a-t-il pas le droit en 2015 de désigner son candidat au premier tour, conformément d'ailleurs à son congrès ordinaire? La question est simple. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Vous qui portez les informations, pourquoi vous ne posez pas les questions aussi simplement? C'est de ça qu'il s'agit. Tous les partis politiques fonctionnent comme cela. Pourquoi le PDCI n'aurait pas le droit de fonctionner comme cela? C'est au deuxième tour qu'il y a des arrangements. Il y a un adage qui dit au premier tour on élimine, au deuxième tour on choisit. Je ne sais pas si c'est pas le cas, mais je n'ai jamais bien compris en fait. C'est quelque chose comme ça. Bon, mais pourquoi nous on n'a pas le droit d'appliquer ces principes qui sont la logique même? C'est tout. Nous, là, d'abord, on ne comprend pas pourquoi nous, on n'a pas le droit de faire ça. En Côte d'Ivoire, pays modèle, dans un parti qui se nomme Parti démocratique. Pourquoi? Donc, nous sommes pour la démocratie. Nous sommes pour que le parti fonctionne et pour que son essence même, le parti concourt à l'expression de la volonté du peuple. Et pour aller conquérir le pouvoir, le PDCI n'a pas renoncé. Et n'a pas à renoncer d'emblée à aller conquérir le pouvoir lui-même. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit son congrès. Et c'est ce qu'a acté son bureau politique qui s'est réuni. Stratégie, conquête du pouvoir en 2015 par le PDCI-RDA. Du pouvoir d'État, je vois encore le slide qui est projeté et qui disait ça au bureau politique. Comment on va y faire? Choix du candidat par la convention en novembre. On est tous sortis de là rassurés. On a fixé les cotisations, on a négocié un peu, et puis on s'est séparés. Bon, c'est ça que nous défendons. Nous défendons donc la liberté. Nous défendons le débat. Nous défendons la démocratie. Nous défendons le respect des résolutions communes. Alors, c'est important. Vous pensez que nous, en Afrique et en Côte d'Ivoire, on n'a pas le droit de respecter les textes fondamentaux? Vous pensez qu'il faut absolument que pour être vu sur la place publique, il faut que nous soyons de ceux-là qui ne respectent pas les textes fondamentaux, non seulement dans la République, mais également des partis, la charte. Ça s'appelle quoi ça?
bien qu'ils le font en m'emmenant des armes et mettre le texte à côté. Comment ça s'appelle? Pourquoi vous êtes heureux? Pourquoi vous ne dites pas le Ça s'appelle un coup d'État. Quand on met les textes de côté, si c'est pas un fusil, on dit c'est un coup d'État militaire. Si c'est autrement, c'est civil. Ce n'est pas possible d'accepter ça. Nous devons travailler pour le triomphe de la démocratie, dans la liberté, le débat, le respect des principes communément arrêtés. Et nous devons travailler pour que les valeurs qui fondent la stabilité et la paix triomphent dans notre pays. Nous devons travailler par le dialogue que nous allons laisser au Fouboy pour que l'union triomphe en Côte d'Ivoire et que la paix vienne. Nous devons travailler pour que les aventures de toute nature ne disparaissent définitivement de Côte d'Ivoire. Nous devons travailler à ce que les violences verbales, physiques et autres disparaissent. Je suis peiné après tout ce que nous avons vécu et pour lequel vous savez que peu ou prou, je me suis quand même, disons, je me suis, comment dire, investi. Je sais ce que les Ivoiriens souhaitent actuellement. Je fais des enquêtes dans le cadre de la mission que je viens de s'achever. Les Ivoiriens veulent retrouver confiance en eux-mêmes. Et on peut pas trouver confiance s'il n'y a pas de valeurs communes, de valeurs partagées. Donc on n'est pas là parce que nous avons des... C'est pas pour des têtes. C'est pas une affaire de rébellion. On est sur des principes, sur le triomphe des valeurs. Pour ma part, en tout cas, et je crois que ce que vous avez compris que c'est la même chose. Et je vous ai dit, c'est là que je termine, que nous ne sommes pas des novices. Amara vient de dire, vient de vous faire une page de son histoire, son expérience. J'espère que vous allez tirer la conclusion que ce n'est pas un novice. Je suis désolé. J'ai géré le gouvernement. Chaque fois fonctionne le gouvernement, les affaires de l'État. J'ai géré d'autres structures. Je ne veux pas parler de tout ça. Notre ami nous a posé la question, est-ce que vous avez un programme et tout ça? Nous avons dit que ce n'est pas le moment. Je maintiens, ce n'est pas le moment. Le moment venu, il sera. Mais les hommes qui sont là ne sont pas des novices. Pour le moment, nous parlons du PDCI RDA. Pourquoi nous n'allons pas au Congrès? Je crois que c'est suffisamment clair. Tout est bouclé, tout est verrouillé. Ça s'applique à nous tous. Je vous remercie. Vous aurez donc compris que nous sommes à la fin de notre cérémonie et donc chacun des leaders ici est en train de tirer le mot de fin. Donc M. Cablan, vous avez la parole. Le mot de fin pour vous. Le mot de fin. Juste 3 minutes. N'ayez pas peur, en principe, quand je dis 3 minutes, on en met 15, c'est ça. Alors ça va être très bref. Le mot de fin, on a parlé de beaucoup de choses, et puis je suis triste. Je suis triste. On s'est écouté parler ici, on a écouté beaucoup de questions, beaucoup de réponses ont été données, et je vais sortir d'ici triste. C'est ce que je vais vous expliquer pour le mot de la fin. Triste parce que nous avons un grand parti. On en a tous parlé ici. Et malheureusement, depuis que M. Oufou est mort, il faut dire ça comme ça, parce qu'il est mort, eh bien, nous n'avons plus jamais eu de débat d'idées dans le PDCI-RDA. On a tué, avec le père de la nation, l'aspect débat d'idées. Nous n'avons même plus d'idées politiques ni politiciennes. On n'en parle plus. C'est ça qui entraîne ce que nous vivons. C'est la première chose que je voudrais constater ici. La deuxième chose, on a parlé, je ne voulais pas qu'on y arrive aux aspects qui ne sont pas PDC. On a parlé de RHDP. Il faut oublier ça, à mon avis. Le RHDP, c'est quelque chose qui n'existe plus. Si ça l'a été vraiment, on s'en est servi pour hisser M. Ouattara là où il est, et puis c'est point final. Aujourd'hui, c'est résume à quoi? Au PDCI, au RDR. Tout ce qui concourt à ne pas respecter l'autre
moi je m'inscris contre ça. On a été tous avec le RHDP, on a battu campagne contre des gens qui n'en valaient pas la peine. Il nous en coûte ce qui nous en coûte maintenant. Il faut laisser le RHDP, s'il vous plaît. Et le jeune Kakabe en a parlé, vous qui êtes les relais pour transcrire et pour diffuser ce que nous avons dit ici, faites en sorte que les échos soient les plus justes possibles. Que vous soyez avec ou contre le PDCI-RDA, que nous soyons ressentis à l'extérieur dans la réalité et la vérité de ce que nous avons dit ici, pour éviter certaines interprétations. L'autre chose, je suis triste, mais en même temps, je suis content quelque part parce que je regarde faire, nous sommes là, on a dit, moi, je suis pharmacien, ça fait 44 ans. Regardez, hein, 44 ans, ça commence à compter. La plupart d'entre vous, on a dit, il y a beaucoup de jeunes, vous n'étiez pas nés. Vous n'aviez pas respiré l'air que moi j'ai connu. On a des pavés, on a fait n'importe quoi en français. Les 68 ans le savent. On a fait quand même des choses. Et depuis 44 ans, je suis à l'université. J'ai formé des étudiants, j'ai fait à peu près 200 pharmaciens. J'ai laissé 4 agrégés à l'université Félix Houphouët-Boigny. On a donné des choses. Et j'ai été 14 ans délégué départemental du PDCI. Je n'ai jamais échoué dans ce rôle.